Ce qui suit est la préparation obligatoire en ligne pour votre pré-laboratoire du cours de thermodynamique 2. Cette présente séance couvre des détails importants de préparation pour votre laboratoire de cycle de réfrigération. Premièrement, une simple révision des notions vues en cours qui seront très utiles pour le présent laboratoire seront présentées. Telles qu'illustrées sur l'écran, les composantes principales du cycle de réfrigération sont le compresseur, le condenseur, la soupape d'étranglement et l'évaporateur. Ainsi, le système est une machine représentant un cycle standard de réfrigération à compression de vapeur. Le but d'un tel cycle est de transmettre de la chaleur d'un corps froid à un corps chaud. Il est très important de comprendre que le fluide moteur entrant et sortant dans chacune de ces composantes est un réfrigérant, tel l'ammoniac ou, un autre exemple, le R134A, qui sera utilisé dans le système étudié dans le laboratoire. Basé sur le schéma illustré, nous avons une entrée au point 1 qui se fait au compresseur. Lorsqu'on fournit du travail au compresseur, cela permet d'augmenter la pression et la température du fluide. Lorsque le fluide sort du compresseur, il se dirige vers le condenseur. Au condenseur, il subira un échange de chaleur négatif. L'échange de chaleur est négatif car il se fait du condenseur vers l'environnement. Cette perte de chaleur va permettre la condensation du fluide. À la sortie du condenseur, le fluide se dirige ainsi vers la soupape d'étranglement où il subira une importante chute de pression. Finalement, le fluide rentre dans l'évaporateur où il subit un deuxième échange de chaleur, mais cette fois-ci positif. Donc, l'échange de chaleur se fait de l'environnement vers l'évaporateur et ceci permettra la vaporisation du fluide. La sortie se fait donc au point 6 et le cycle recommence. Le cycle peut être également illustré dans un diagramme TS, donc température-entropie, où nous avons notre courbe générale avec deux lignes de pression, soit P2 plus élevé que P1. À l'entrée du compresseur qui se fait au point 1, notre fluide est en vapeur saturée tel qu'illustré dans notre diagramme TS. Par contre, il est important de noter qu'habituellement, le fluide entre en vapeur légèrement surchauffée au compresseur. De plus, le fluide se trouve également à basse pression à son entrée et une fois passant à travers le compresseur, il subit une compression adiabatique et réversible représentée ici par la ligne verticale dans le diagramme TS. Puisque du travail doit être fourni au compresseur afin d'obtenir la compression nécessaire, le terme du travail est donc négatif. À la sortie du compresseur, le fluide se dirige vers le condenseur. Au condenseur, de la chaleur est cédée à l'environnement à pression constante. Puisque la chaleur est perdue, nous avons le terme négatif. Le fluide moteur, également appelé réfrigérant, sort du condenseur à l'état liquide, ici montré au point saturé. Il vient ensuite une évolution d'étranglement adiabatique qui nous amène à une pression P1 et entraîne la vaporisation d'une partie seulement de la phase liquide entrante. Puis finalement, le fluide moteur est vaporisé à pression constante dans l'évaporateur par suite d'un échange de chaleur pour compléter le cycle. La vaporisation se fait en fournissant de la chaleur au système, donc le signe est positif pour le terme de chaleur. Cela dit, ce cycle représente un système auquel nous devons fournir du travail afin d'obtenir l'objectif de transfert de chaleur d'un corps froid à un corps chaud. Ici, le système est représenté comme étant parfait. Par contre, au laboratoire, ceci ne sera pas le cas. En réalité, nous n'avons pas nécessairement une sortie de vapeur saturée à l'évaporateur, un compresseur isentropique représenté ici par une ligne verticale, ou une sortie liquide saturée au condenseur. Je reviendrai là-dessus plus tard dans la présentation. Pour ce qui est des hypothèses pour chacune de ces composantes, nous savons que à chaque composante, une entrée et une sortie permettent d'avoir un écoulement à régime permanent. Selon la conservation de la masse, on obtient qu'à chaque composante, nous devrions avoir un débit de fluide constant.
De plus, l'énergie cinétique et potentielle peuvent, telles que vues en classe, être estimées à être égales à 0. Et la troisième hypothèse va varier dépendamment de la composante dont vous allez analyser qui se trouve dans votre volume de contrôle. Soit vous allez avoir un travail nul, soit un échange de chaleur nul, ou bien les deux seront égales à 0. Il est également très important de comprendre que puisque le fluide moteur subit un changement de phase durant le cycle, le type de réfrigérant à utiliser est un important point à prendre en considération lors de la fabrication d'un système de refroidissement. Par exemple, au point de basse pression, les volumes massiques sont très importants, d'où la nécessité d'utiliser un appareillage de grosse dimension. À haute pression, par contre, l'équipement peut être plus petit, mais doit être capable de résister aux grandes pressions. De plus, on doit s'assurer que le réfrigérant n'est pas toxique, corrosif, etc. Ainsi, la question qui se pose maintenant est la suivante. Quel appareil de la vie courante illustre l'utilisation du principe du cycle de refroidissement? Eh bien, le premier appareil est le réfrigérateur. Vu de l'extérieur, nous voyons bien que nous devons fournir du travail électrique et nous avons également une sortie de chaleur du réfrigérateur à l'air ambiant. Donc, nous avons possiblement un compresseur et un condenseur. Maintenant, si on analyse les composantes internes du réfrigérateur, nous allons nous apercevoir que les composantes sont les mêmes que les composantes dont nous venons de présenter pour le cycle de réfrigération. Nous avons en premier lieu le compresseur avec l'entrée de travail électrique. La sortie se fait à une phase de vapeur chaude, donc température élevée. Ensuite, on passe dans le condenseur qui subit un échange de chaleur négatif. Donc, au point 3, nous avons une sortie du condenseur qui se fait en phase de liquide chauffé. L'entrée du fluide se fait ensuite dans la soupape à étranglement. Et à sa sortie, nous avons un mélange de phase liquide-vapeur froide. La température à cette étape est la plus basse. Et finalement, un échange de chaleur entre les aliments dans le réfrigérateur et notre évaporateur nous permet d'obtenir de la vapeur à sa sortie. Finalement, dans le coin en bas à gauche de votre écran, nous avons deux images qui illustrent le compresseur et le condenseur. Le deuxième exemple est un système de climatisation ou thermopompe. Nous voyons encore une fois que nous avons toutes les composantes qui se trouvent dans le cycle de réfrigération. Le compresseur encadré ici se trouve à l'extérieur et auquel nous devons fournir du travail. Le fluide moteur est ensuite dirigé vers le condenseur, également se trouvant à l'extérieur de la maison, et où nous avons un échange de chaleur du condenseur à l'air ambiant. Pendant cette étape, le réfrigérant se refroidit grâce à l'air ambiant qui est plus froid. Ensuite, nous passons à travers la soupape qui produit une baisse de pression et un changement de phase. Et finalement, à l'évaporateur se produit un échange de chaleur où l'air ambiant interne cède sa chaleur au réfrigérant, ayant donc pour effet de refroidir la maison. Le cycle ensuite recommence. Nous avons encore une fois le principe de transmettre de la chaleur d'un corps froid à un corps chaud en fournissant du travail qui est nécessaire au compresseur. La question qui se pose maintenant est comment utilise-t-on ces notions au laboratoire? Eh bien, voici le schéma qui vous est fourni et qui démontre toutes les composantes du système à analyser lors de votre laboratoire. À première vue, le schéma semble très complexe, mais une fois qu'on détermine l'emplacement de nos principales composantes du cycle, c'est-à-dire l'emplacement du compresseur, du condenseur, de la soupape d'étranglement et de l'évaporateur, nous avons ici qu'un simple cycle de réfrigération. Donc, la première composante et le compresseur se trouvent en tête du schéma. Ceci est un compresseur à 2 cylindres conduit par un moteur électrique également illustré ici. Ensuite, le réfrigérant R134A se dirige vers le condenseur encadré ici. Par la suite, le fluide moteur passe à travers la tuyauterie pour se rendre jusqu'à la soupape d'étranglement. Enfin, le cycle se termine avec le fluide entrant dans l'évaporateur. Il est important à noter que l'échange de chaleur dans l'évaporateur ne se fait pas avec l'air ambiant, mais est plutôt simulé à travers un échange de chaleur avec un élément chauffant afin de minimiser la taille de l'expérience, mais simuler l'échange avec les aliments ou l'air ambiant qui se produit dans un réfrigérateur ou une thermopompe respectivement.
À la sortie de l'évaporateur, notre fluide revient au compresseur. De plus, de la même façon qu'à l'évaporateur, l'échange de chaleur dans notre condenseur ne se fait pas avec l'air, mais plutôt avec de l'eau froide circulant autour du condenseur. Nous voyons à l'écran l'entrée d'eau qui se dirige vers le condenseur et circule autour de celui-ci. Il est important de noter que l'eau ne se mélange pas au réfrigérant et ne constitue donc pas notre fluide moteur du cycle. En plus des composantes principales du cycle, le système est doté d'équipements qui vous permettront de faire les mesures nécessaires pour vos calculs. Pour ce qui est de l'eau qui refroidit notre condenseur, l'entrée de l'eau vient d'un robinet installé à l'arrière du système. Avant de passer dans le condenseur, l'eau passe dans un rotamètre qui permet de mesurer le débit d'eau utilisé pour refroidir le condenseur. Le rotamètre est encadré en rouge à l'écran. À la sortie du condenseur, l'eau est rejetée hors du système dans un drain se trouvant à l'arrière du système. Un deuxième rotamètre est installé avant l'entrée de la soupape à étranglement qui permet de mesurer le débit de fluide moteur circulant dans le système. De plus, nous avons également deux manomètres à tube manométrique, encore appelés manomètres à tube de Baudon, servant à mesurer la pression dans l'évaporateur et le condenseur séparément, bien sûr. Il est à noter que la lecture des deux manomètres nous donne une pression relative et ainsi, la pression atmosphérique devra être additionnée à la valeur qui est lue. Les lectures de température se feront utilisant la pièce encerclée en vert à l'écran. Cet outil offre une lecture digitale de la température à plusieurs endroits dans le système. Ces températures sont mesurées par des thermocouples installés à l'intérieur de notre système. Chaque position de mesure est dénotée par un chiffre qui est également affiché sur l'outil encerclé en vert. Pour fixer le niveau de puissance de chauffage de l'élément chauffant à l'évaporateur, il faut utiliser la roue suivante encadrée en bleu sur votre écran. En dernier lieu, pour allumer la machine, il faut utiliser l'interrupteur qui se trouve ici pointé à l'aide de la flèche. Si nous reprenons notre diagramme TS, nous pouvons voir que nous allons avoir les mêmes principes qui vont s'appliquer et le même type d'analyse. Donc, notre diagramme température-entropie a deux courbes, soit P1 et P2. À l'entrée du compresseur, nous avons notre ligne verticale qui va de pression 1 à la pression 2. Le compresseur requiert une entrée de travail, donc le travail est négatif. À la sortie du compresseur, on se dirige dans le condenseur et l'entrée se fait bien sûr à haute température et haute pression. Le condenseur subit un échange de chaleur négatif. Ensuite, on se dirige jusqu'à la soupape d'étranglement où notre fluide se vaporise et où sa pression diminue jusqu'à P1. Ensuite, le fluide se dirige dans l'évaporateur où nous avons la vaporisation jusqu'à la vapeur saturée, puisque nous avons un échange de chaleur qui est positif. Le cycle ainsi se répète. Donc, nous voyons très bien que nous avons le même type d'analyse qui se fait pour notre système analysé au laboratoire et pour le système dont j'ai présenté initialement pendant le chapitre de la révision. Il est important de noter que comme tout système réel, nous n'avons pas un cycle idéal. Ainsi, lorsque vous allez dessiner votre diagramme TS, température-entropie, du système analysé au laboratoire, vous allez vous apercevoir que les propriétés du fluide moteur divergent de ceux qui sont montrés à l'écran. Ainsi, nous ne serons pas nécessairement au point de vapeur saturée à la sortie de l'évaporateur, et l'une des raisons, c'est que nous avons un échange de chaleur avec l'air ambiant lorsque le fluide moteur se dirige vers le compresseur dans les longs tuyaux du système. Habituellement, ainsi, le fluide moteur entre en phase surchauffée. En revanche, l'échange de chaleur qui se fait dans les tuyaux pendant la circulation du réfrigérant de la sortie de l'évaporateur vers le compresseur représente une perte dans le système car il augmente le travail nécessaire du compresseur
par suite de l'augmentation du volume massique du fluide qui pénètre. De plus, au compresseur, dû aux pertes de chaleur, frottement et d'autres effets d'irréversibilité, notre processus ne sera définitivement pas isentropique, tel qu'illustré à l'écran. Donc, nous n'allons pas avoir une ligne verticale sur notre diagramme TS. À la sortie du condenseur, le fluide ne sera pas encore une fois exactement un état de liquide saturé, dû aux échanges de chaleur pendant la circulation du fluide dans la tuyauterie et l'air ambiant. De plus, des pertes de pression vont être subies pendant la circulation du réfrigérant dans les différents tuyaux, ce qui fait en sorte que, par exemple, notre échange de chaleur au condenseur ne sera pas à pression constante. Et ainsi, la pression à la sortie sera plus faible que celle à l'entrée du condenseur. Donc, notre ligne représentant la diminution de pression au condenseur ne sera pas tout à fait sur P2. Ainsi, nous aurons possiblement une entrée de pression P2, mais pendant sa circulation dans le condenseur, la pression ne sera pas toujours P2. L'échange de chaleur qui se fait donc entre le fluide moteur et l'air ambiant dans le condenseur et dont nous ne pouvons pas contrôler peut être vu comme un gain car par la suite de cet échange de chaleur, le réfrigérant entre dans l'évaporateur avec une enthalpie plus faible, ce qui lui permet de capter plus de chaleur dans l'évaporateur. Similairement, dû à la perte de pression dans la tuyauterie, la pression ne sera pas nécessairement tout à fait la même à l'entrée et à la sortie de l'évaporateur. Donc, notre ligne qui représente notre mouvement du fluide dans l'évaporateur ne sera pas toujours le long de P1. Si nous comparons maintenant notre schéma et le système réel dont vous allez utiliser au laboratoire, voici l'emplacement des différentes pièces. Le compresseur sur le schéma se trouve à la tête du schéma, tandis que dans notre système, il se trouve au bas du système. Le condenseur est illustré ici. La soupape d'étranglement se trouve à notre gauche et l'évaporateur se trouve au milieu du système. Certaines parties de la tuyauterie se trouvent à l'intérieur du système, donc ne sont pas visibles, tandis que la tuyauterie, par exemple, entrant dans le rotamètre à la soupape d'étranglement, est visible et celle sortant de l'évaporateur également. Les deux sont montrés ici à l'écran à l'aide des deux flèches jaunes. Tel qu'indiqué dans le document de pré-laboratoire qui vous est fourni, les étapes sont les suivantes. Vous devez ouvrir l'eau froide qui assure le refroidissement au condenseur et qui se trouve à l'arrière du système. B. Vous devez allumer l'interrupteur pour mettre en marche le compresseur, encerclé ici en rouge. C. Vous devez fixer un niveau de puissance de l'élément qui chauffe l'évaporateur à l'aide de la roue qui se trouve au milieu du système et encerclée en rouge. D. Mesurer les températures du cycle en utilisant l'équipement encadré en bleu. E. Mesurer les pressions du cycle en utilisant les deux manomètres encadrés en vert. F. Mesurer le débit du fluide de réfrigération et de l'eau avec les rotamètres encadrés en orange. Voici une information additionnelle qui nous permet d'expliquer le fonctionnement des deux rotamètres utilisés au laboratoire. Premièrement, voici le rotamètre qui est utilisé pour l'eau de refroidissement. Ceci est le rotamètre utilisé pour le réfrigérant. Voici une illustration qui nous permet d'expliquer le fonctionnement des rotamètres. Tel qu'illustré, le rotamètre est doté d'un flotteur qui est poussé par le flux de fluide vers le haut dans un tube de mesure. La force de gravité pousse le flotteur vers le bas, ce qui fait en sorte qu'à l'équilibre des deux forces, nous pouvons faire la lecture avec l'échelle qui nous est fournie. Le point à noter, c'est que la lecture ne se fait pas à la tête du flotteur, mais bien au point indiqué par l'étoile sur l'écran, ce qui correspond au centre de gravité du flotteur. Voici les questions dont vous devez répondre dans le rapport de laboratoire. Ces questions sont également présentes dans le document qui vous est fourni.